Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bric-à-brac d'idées, donc mon deuxième podcast. Donc ici, Mélanie Ainaro Caveri, la coach professionnelle qui sait de quoi elle parle. Et donc nous nous retrouvons dans ce rendez-vous qui a un podcast, un bric-à-brac d'idées, donc qui porte bien son nom parce que ça va être un bric-à-brac. Et pour commencer mon propos, j'aimerais parler commencer par un mot fort qui est l'aliénation. Alors, l'aliénation, qu'est-ce que je mets derrière ces mots? Je dirais que l'aliénation, c'est quelque chose par lequel l'humain devient étranger à lui-même, à ses propres besoins. Et cette aliénation-là, c'est quelque chose qui peut se produire, notamment par, lorsqu'il est mis dans un certain nombre de conditions. Et c'est il y a dans cette chose-là, l'aliénation il y a aussi un concept qui est, une responsabilité sociétale aussi, de l'organisation, de la structure qui est aussi responsable des conditions dans lesquelles elle place les individus. Mais il y a aussi, dans cette aliénation, l'idée, d'une responsabilité également individuelle. Et bien sûr, ce ne sera pas la même. Ce ne sera pas, chacun a des marges de manœuvre différentes selon l'endroit où on se situe. Et donc l'aliénation, ça peut être un vrai poison. Un vrai poison parce que on peut voir, par, des environnements qui amènent les individus à perdre leurs repères et à agir contre eux-mêmes, ce sont des choses qui ont des impacts et ces impacts-là, ça porte autant sur l'individu, mais également sur d'autres individus. Parce que cet individu-là qui sera impacté, déjà ça peut cet individu-là, il va interagir avec, d'autres individus et je dirais que une carence entraîne une autre. Ce Je peux donner par exemple un exemple et je vais passer dans mon expérience à moi. Lorsque j'étais plus jeune, dans mon jeune âge, à l'époque du lycée. Alors à ce moment-là, à l'époque du lycée, le lycée, c'est aussi le moment où, on va bientôt passer à un nouveau cap, où l'orientation est encore de plus en plus importante. À ce moment-là, j'avais déjà en tête ce que je voulais faire. Mais en tant qu'individu, moi, par rapport à ce que je voulais faire, j'avais une vision, mais peut-être pas une vision concrète, étant donné que j'étais un enfant qui, ne savait pas, tout ce que l'orientation, tout ce que, un métier, supposait, toutes ces connaissances-là ou voilà, je n'avais pas dans mon environnement, en tout cas, des personnes qui savaient, donc moi, j'ai souhaité donc bénéficier de l'éclairage de quelqu'un. Et quand on est au lycée, et ça c'est au collège aussi je crois, enfin en tout cas quand on est au lycée, il y a certaines personnes qui occupent cette place, enfin de conseiller, les personnes, qui est le conseiller d'orientation. Alors je rigole parce que le conseiller d'orientation, c'est tout un sujet, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui s'est exprimées, qui se sont défoulées, sur les interactions marquantes et pas forcément positivement qu'elles ont pu avoir avec, avec cette personne-là, qui a normalement ce rôle de conseil. Eh bien, oui, donc il y a eu des personnes qui ont pris la parole dans des stand-up, des humoristes
Et là donc moi je veux vous parler de la mienne, de mon expérience à ce moment-là. Donc j'avais pris rendez-vous parce que c'était on n'entrait pas comme ça, on toquait pas à la porte du conseiller, «J'ai besoin de conseils», non, il fallait prendre un moment, prendre rendez-vous. Arrivé à ce moment de rendez-vous, j'entre, très bien, je dis: «Bonjour», la personne, pas de mots, pas de bonjour, rien et j'entre. Je m'assis et je lui dis l'objet de ma visite. Pas un mot, je sais plus si elle était assise ou debout, mais en tout cas, elle pousse un classeur vers moi et bah, donc prenant acte de ce langage non verbal, je réceptionne et je prends le classeur et quand je j'ouvre le classeur, quelle n'est pas ma surprise quand je vois, eh bien, des éléments que j'ai déjà vus ailleurs parce que bien entendu, j'ai fait mes recherches. Donc des impressions de ce qu'on peut voir, sur des sites, je sais plus quel site, c'était peut-être Sudirama ou autre chose, je sais plus. Mais en tout cas, c'était des choses, il y avait que des choses théoriques qui n'auraient pas permis, moi, de m'éclairer, en tout cas moi, dans le niveau où j'étais. Eh bien, après avoir vu ça, j'ai donc voilà, regardé, feuilleté comme ça pour dire, voilà, que j'ai vu, mais ensuite, bah, comme j'avais déjà ces informations, je les ai reposées et je suis partie. Donc c'était vraiment un moment marquant et souvent, j'ai souvent entendu des professeurs s'insurger justement sur, cette carence qu'occupaient ces personnes et c'est vrai, parce que je ne sais pas pourquoi, comment, mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui c'était pas une expérience individuelle isolée. C'était quelque chose qui était, retrouvé à d'autres endroits et où, bah, il y avait la frustration des élèves, des, des professeurs, puis, qui jusqu'alors, même à l'âge adulte, qui nous marque encore, où on se rappelle de ce moment tournant, on avait besoin de quelqu'un et cette personne, voilà et donc ici, de en faisant quelques moi j'ai enfin, je n'ai pas tous les éléments, mais souvent, en lien avec cette fonction-là, il y avait souvent cette vacance qui se répétait. Donc pourquoi? Je ne sais pas je sais pas quelle était la réalité de cette personne-là, dans quelle j'imagine que si on est comme ça, c'est qu'on vit une souffrance, enfin j'imagine et donc moi, c'est ça, ça m'a fait penser à l'aliénation. Qu'est-ce que c'est aussi l'aliénation? Mais c'est l'individu qui est aliéné. Donc moi, j'imagine cette personne, je ne sais pas, elle, dans quelle situation elle était. J'imagine que cette personne, ça n'allait pas pour elle, qu'elle était je ne sais pas, qu'elle traversait quelque chose de oui. Mais en tout cas, ce que moi je peux dire, c'est que face à cette expérience, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'appelle une perte de droit, qui est en soi une aliénation. Et ce genre de choses-là, eh bien, voilà, c'est pour di ce genre de choses, c'est des choses, bah, qui impactent. C'est des impacts individuels, mais également collectifs. Et j'ai envie de faire un aparté avec un film, puisqu'on a le mot aliénation. Et de quel film? Du film Alien, enfin la saga Alien avec, pour star Sigourney Weaver et dans ce film-là, c'est un film de science-fiction horrifique. Eh bien, ce que je trouvais remarquable là-dedans, c'est que alors pourquoi c'était effrayant? Dedans, finalement,
l'alien, il incarnait quoi? Bah, quelque chose de non identifié, un étranger. Heu, il ressemble un peu à un animal, mais on ne sait pas grand-chose de lui et en plus, il a cette possibilité de nous détruire, de nous dégrader et on ne sait pas toute la marge d'action qu'il y a. Donc il y a déjà ce côté, menaçant qui évoque des peurs, mais des peurs profondes. Mmh, la peur de la mort aussi et de la souffrance parce qu'avant de mourir avec Alien, il nous aura bien déchiquetés bien avant. Mais dans ce qu'il y avait aussi là-dedans, dans ce côté étranger qu'il incarnait, il y avait aussi quelque chose d'autre qui était effrayant. C'est quand les personnages se rendaient compte d'une chose, parce qu'on le voit, il ressemble à un animal qu'on n'a pas encore identifié, mais en plus, ce qui est remarqué, c'est que cet alien, il était en capacité de prendre un élément et un autre élément, de les observer et de les relier pour en faire des apprentissages. Et des apprentissages qui donc feraient qu'il est encore plus menaçant parce il évolue. Il devient encore plus redoutable à ce moment-là. Et donc je voulais rebondir sur cet apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? Alors là-dedans, c'est quelque chose qui est redoutable, mais l'apprentissage, c'est aussi quelque chose, heu, qui permet de donner des portes de sortie, des portes de secours, là où à un moment donné ça coince, où on est coincé entre un entre-deux. Moi j'imagine par exemple comme entre-deux, la personne qui est dans son emploi, qui n'aime plus son emploi ou pas forcément qui n'aime plus son emploi, mais qui exerce son métier dans des conditions désastreuses, dans lesquelles il y a carence de l'organisation qui échoue ou qui refuse, je ne sais pas, qui en tout cas, ne permet pas l'épanouissement de cet individu-là, dans cette situation et cet individu-là est coincé. Il est coincé entre, eh bien, cet emploi-là, mais également les charges aussi qu'il a contractées déjà dans la vie quotidienne et donc dans lequel il a une certaine dépendance à ce travail. Alors, c'est un petit peu ce truc où le travail devient à la fois cette chose qui le nourrit, qui lui permet de se loger, de s'habiller, de répondre à ses besoins de sécurité, mais aussi, c'est quelque chose qui le dégrade, qui détruit. Et donc, comment est-ce que l'individu il fait? Où il se sent coincé, sans porte de sortie? C'est-à-dire que souvent un parcours, il ressemble à on est à l'école, on fait notre parcours, certains arrêtent peut-être plus avant que d'autres, d'autres ont le temps d'aller, de faire des études longues et puis il y a ce moment où, on entre dans la vie professionnelle et cette, vie professionnelle-là, ce qui est douloureux, c'est que aussi c'est des on va traverser des épreuves et ces épreuves, pour pouvoir y répondre, nous demandent justement de faire des apprentissages. Dans les sciences de l'éducation, il y a une distinction qui est établie, qui est l'apprentissage primaire et l'apprentissage secondaire. L En f De cette distinction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des apprentissages primaires. Ce sont les apprentissages qui sont liés à la survie et dans lesquels l'individu, par immersion, va pouvoir répondre intuitivement. De manière facile, ça va être fluide, enfin de manière facile. En tout cas, il va l'apprendre peut-être inconsciemment et il va avancer, il va progresser. Alors là, bah, donc il y a pas de souci, il y a pas de problème, au contraire, on avance.
Mais il y a également des apprentissages un peu plus complexes où là, l'impact est secondaire. Alors, pour ceux qui ont bénéficié de l'école, donc ils ont pu avoir cet endroit-là, ce moment où, sauf s'il y a eu carence à ce moment-là, parce que c'est vrai que en ce moment, la vie de professeur est très difficile et l'école est en grande difficulté, pour ne pas citer Alain Bentolila et donc il y a des moments où l'apprentissage secondaire l'école nous a épaulés dans des enseignements, notamment la lecture et l'écriture, dont l'apprentissage n'a pas été immédiate. Elle a requise il y avait eu un temps de frustration aussi. On a été face à des contraintes et c'est d'ailleurs, par exemple, Serge Boimard qui parle des 4 contraintes de l'apprentissage et donc quand on est dans une situation de souffrance, où on est coincé, où on est dans une forme, j'allais dire, de rat race finalement, eh bien, la difficulté justement, c'est comment apprendre à faire quelque chose de nouveau quand on doit se précipiter et qu'on continue à faire quelque chose qu'on sait faire. Parce que là, eh bien justement, ça pour ouvrir une porte de sortie ici, il y a cet apprentissage et ce besoin d'apprentissage-là, peut être épaulé. Peut être épaulé par des personnes que l'on peut rencontrer. Moi, par exemple, c'est aussi mon métier de créer des conditions dans lesquelles l'individu va pouvoir avoir des ressources, se dépasser pour pouvoir répondre à ces problématiques. Et tout à l'heure, je parlais par exemple de Serge Boimard, pour vous donner un exemple de difficulté. Alors lui, il a rencontré dans son travail en tant que professeur au début, parce que maintenant aujourd'hui il est psychopédagogue, il a rencontré des difficultés. Des difficultés dans lesquelles les élèves n'étaient pas intéressés, n'étaient pas intéressés, par ce qu'il évoquait. C'était des élèves aussi qui avaient aussi, des environnements difficiles, qui avaient, leurs propres contraintes aussi, hem, leur propre fonctionnement. Donc qui avait des particularités et donc cet homme-là, il a dû se surpasser pour pouvoir appeler, en tout cas donner envie à ses enfants d'apprendre, à ses enfants justement, qui quand ils faisaient face aux contraintes d'apprentissage, étaient durs et certains commençaient à être violents et donc violents, ça peut être physiquement et verbalement aussi. Et donc, il a réfléchi à une méthode et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que les enfants étaient intéressés par, les histoires qu'il racontait. Il y avait un silence, il y avait un intérêt, une curiosité qui était faite. Alors, pour pouvoir dépasser ces contraintes d'apprentissage et pour ramener ces personnes dans les rails, ces personnes qui étaient dans un décrochage scolaire, il s'est servi donc, bah, de la lecture. Où il a pris des textes, des récits mythologiques, des textes religieux aussi, de différentes religions, des grands et il a pris cela. Parfois, il a pris la liberté aussi de simplifier un peu, pour rendre un peu plus accessible. Mais il a pris ça pour ramener à ce que l'enfant puisse écouter et entendre et s'appuyer sur se nourrir en tout cas de ce qu'il entendait et dans lequel il pouvait se reconnaître. Et petit à petit,
En faisant ça, essayer donc Serge Obama essaie donc appuyé de cette médiation-là pour ramener, les fondamentaux à apprendre pour faire un lien pour qu'ils puissent, par exemple, apprendre les mathématiques. Et je crois qu'il y a un livre dont je ne me rappelle plus, mais c'est en lien avec Jules Verne. Donc on apprend les matières avec Jules Verne. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'on dit aussi que dans la lecture permet aussi d'avoir ce côté qui nous contient, mais qui aborde de manière, comment dire? De manière, inconsciente, ouais, qui aborde, de manière détournée en tout cas des grandes peurs, des peurs profondes, des peurs archaïques que l'humain pourrait avoir. Il y a par exemple la peur de la dévoration et ça, on le voit aussi, ben, dans Chaperon rouge. Donc ce sont des choses qui permettent, d'aborder des choses non dites et de faire de l'espace aussi. Dans des moments où quand on apprend et c'est difficile et que, on a envie de repousser. Donc pour revenir à la personne qui est dans cette, rat race, il y a bien sûr, beh, des solutions qui se sont développées et je parlais tout à l'heure du fait que l'aliénation, c'est aussi le fait où on devient étranger à soi-même. On devient étranger à ses propres besoins, à ses propres pensées et je voulais dire aussi, il y a quelque chose justement qui peut aussi être déconcertant avec une personne qui devient justement étrangère à ses propres pensées parce que lorsqu'elle va communiquer avec l'autre, ça va générer aussi des incompréhensions. Des incompréhensions où il peut y avoir des choses illogiques qui sont dites et face à ça, face à quelqu'un qui ne comprend pas et qui n'arrive pas à voir les signes, soit d'un épuisement ou des signes que quelqu'un là a besoin d'assistance, eh bien, il peut y avoir effectivement de la violence. De la violence, parce que face à l'impuissance, enfin, en tout cas, il peut y avoir de la violence, soit de l'un, soit de l'autre, ou soit des 2 côtés. Et il y a, cette citation de alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Simone Weil avec un W. Eh bien, il y a cette citation où elle dit que l'acte méchant est le transfert sur autrui de la dégradation que l'on porte en soi et c'est pourquoi on s'incline vers elle comme alors là j'ai modifié, mais vers elle comme une libération. Alors je vais faire plus simple, je vais aller chercher pour ne pas déformer ses propos et je vais vous dire, voilà: «L'acte méchant, c'est est un transfert sur autrui de la dégradation qu'on porte en soi, c'est pourquoi on y incline comme vers une délivrance». Alors c'est fort parce que ça dit plusieurs choses. Déjà, il y a une reconnaissance d'une dégradation, d'une souffrance, mais aussi, cette volonté qui est peut-être inconsciente et qui est peut-être maladroite aussi, de la délivrance. C'est-à-dire que cet individu-là qui court, qui fonce, il cherche la délivrance, sans pour autant peut-être, la trouver, mais et donc alors, je trouve que cette, citation, elle est parlante et c'est une invitation aussi à se regarder, à reconnaître au moment où on est en souffrance,
à reconnaître aussi chez l'autre quand il y a souffrance, parce qu'il y a aussi des responsabilités. Bien sûr, on n'aura jamais, le couteau sous la gorge pour nous dire, «Ah ben il y a quelqu'un là qui est en souffrance, vas-y, d dis-lui quelque chose qui lui permettra, en tout cas de peut-être, régler ça». Des fois, on peut se mettre en danger aussi, donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais dans cet ordre de réflexion-là, je pense aussi à cet ouvrage de dont le titre est Bartleby, alors de l'auteur Herman Melville. Et ce livre Bartleby, au moment où je l'ai lu, j'ai cru que c'était comme une sorte de Tartuffe, mais parce que ça commençait par quelque chose de léger et d'assez drôle, dans lequel on avait affaire à un individu, un nou qui venait prendre ses fonctions dans une étude notariale et qui faisait résistance, on va dire. En fait, on n'avait pas de compréhension de qu'est-ce qui se passait pour cet individu-là, mais c'était une personne qui, pas comme les autres, salariés, les autres employés, ne répondait pas de la même façon, aux exigences de son poste et aux ordres, j'ai envie de dire, que donnait son patron. Et donc, dans cette histoire, c'est le patron qui raconte et ça ressemble justement à quelque chose de drôle au début parce que on dit: «Ah, on dirait que cette personne-là, elle fait acte de désobéissance, qu'est-ce qu'il se il se rebelle» et quand on lui demandait de faire quelque chose, il se contentait de dire: «Je ne préférerais pas» et ça eh bien les gens ne comprenaient pas. C'était vraiment une incompréhension, une absurdité totale. Mais là où ça fait moins rire, c'est dans la fin. C'est dans la fin de cet ouvrage-là, justement, dans laquelle, bah, cet individu-là, malheureusement, il a trouvé une fin dans son problème et cette fin-là s'est traduit par, sa disparition, par sa mort. Et ça, c'était incompréhensible pour, le patron qui, entre-temps, avait pu se débarrasser de cet homme, de son qui causait des difficultés dans son travail, mais qui a été vraiment fortement marqué par cet homme-là et il avait recherché qu'est-ce qui était devenu de cet homme. C'est là qu'il a appris un certain nombre de choses et des choses dont il n'était pas certain, mais aussi des choses, comme quoi cet homme-ci, il avait un emploi assez alors je ne sais plus c'était lequel, mais c'était un emploi dans lequel on disait qu'il était absurde et il y avait un certain nombre de choses qui montraient que cet individu-là, eh ben, il était en souffrance et que, bah, ces hommes-là qui étaient là, ben ils ont vu cet homme et personne n'a rien pu faire. C'est-à-dire, que cet homme-là, il s'est dégradé de l'intérieur, il s'est laissé mourir et les personnes il était de passage, je vois des personnes et ils comprenaient pas et ça a été vraiment quelque chose de, ça a été une incompréhension et une douleur aussi. Donc c'est un livre intéressant qui, je trouve, dénonce des choses qui se passent, où des personnes meurent dans le plus grand anonymat, alors qu'elles sont en prise, de certaines problématiques et où elles ne rencontrent pas, de personnes qui sont en situation en tout cas, bah, d'apporter une aide, en tout cas, pour éviter cette fin tragique. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, c'était la journée de prévention du suicide, donc j'en profite pour communiquer et transmettre ce message
qui a un numéro qui est le 3114, dans lequel il y a des psychologues formés pour recevoir des personnes des personnes qui sont en souffrance ou dans lesquelles qui ont des intentions suicidaires ou qui côtoient des personnes qui ont des intentions suicidaires. Que l'on soit une personne, heu, qu'on soit professionnel de l'accompagnement, parce on peut côtoyer aussi ces situations-là dans n'importe quel cas donc, vous pouvez appeler le 3114 et vous serez donc reçu par une personne formée à cette écoute précise. Donc, nous avons parlé de grandes c'est des sujets qui peuvent être embarrassants, mais je pense que c'est un sujet qui ne doit pas être tabou parce que c'est une réalité qui existe et si on peut contribuer à une certaine échelle, rien qu'en communiquant ce numéro, eh bien, tant mieux, faisons-le. Essayons de faire ce que l'on peut et je voulais revenir sur donc je disais, l'individu devient quand il est aliéné, ses besoins deviennent étrangers à elle-même et donc il y a eu beaucoup de professionnels qui s'est emparés de la question et il y a eu aussi également des propositions de solutions. On pense, par exemple aux exercices de respiration, on pense aussi, aux exercices physiques. Il y a des choses aussi, des moyens thérapeutiques qui va qui permet à l'individu de reprendre en tout cas, de revenir de reprendre une connexion à son corps dans lequel il va pouvoir se réapproprier son corps, se réapproprier pour retrouver cette intimité, cette communication entre lui et ses besoins. Parce qu'on a besoin de ça, de savoir certaines choses pour pouvoir prendre des décisions. Si on est coupé de ces besoins-là, on est dans une anxiété, dans une angoisse. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, je n'ai pas de signal, je n'ai rien. Donc, il y a effectivement ce recours au sport, à la sophrologie, à 1000 choses, au chant aussi, qui peut être aussi libérateur et il y a le gribouillis aussi. Mais il faut bien comprendre que c'est dans ces actions-là, c'est une étape. C'est-à-dire que c'est une étape de réappropriation et qu'ici, on vise quoi? Une émancipation. Il n'est pas question, j'ai envie de dire, que l'individu se met à dépendre d'une pratique. Cette pratique doit être quelque chose qui lui permet d'avoir une contrainte féconde, qui va lui permettre de se libérer, qui va lui permettre de produire des choses. Et donc je voulais mettre un point d'alerte. Alors et là, je m'appuie aussi sur ce que j'ai vu et je pense notamment à un psychologue, Didier Harvey notamment, heu, qui qui lui qui lui intervient surtout sur le domaine de l'anxiété et dans cette anxiété-là, il y a des choses sur lesquelles, ben, il insiste, c'est l'acceptation et à un moment, il dénonce cette, situation dans lequel les les pratiques qui sont censées nous aider deviennent un moment quelque chose justement qui crée finalement plus d'anxiété, dans lequel on dépend de cela. Si on n'a pas ça, eh bien, on est en grande difficulté et en grande anxiété et lui, ce qu'il, invite à faire, c'est que ces personnes-là, c'est de s'autoriser à expérimenter l'autorisation.
Alors pour coller quelques données que j'ai pu, retenir de mes lectures, c'est aussi dans l'anxiété, on apprend finalement vraiment au moment où on est en exposition. C'est-à-dire où l'amygdale est activée. C'est à ce moment-là qu'on peut activer des processus qui vont venir faire que sur le long terme, je vais me réapproprier, je vais f pouvoir faire une forme d'habituation dans lequel demain, quand je serai dans une situation où je me sentirai en anxiété, je pourrai au fur et à mesure, apprendre et pouvoir, me dire, par exemple, me poser la question suivante: «Est-ce que c'est inconfortable ou est-ce vraiment dangereux pour moi?» Et donc c'est quelque chose qui, petit à petit, permet de s'émanciper de cette anxiété-là, où on a peur d'une situation et on commence à se dire, à terme en tout cas, qu'on a les ressources de faire ça. Même si j'ai peur, je vais vivre ce moment, cette peur va me traverser et j'autorise cette traversée-là parce qu'elle ne me tue pas et j'avance, je m'expose. Moi, pour moi, avant, sur LinkedIn, alors je crois que j'ai eu LinkedIn depuis, 2017, me semble, et j'ai commencé à publier, juste publier, hein, des mots, hein, juste taper des mots. J'ai commencé à le faire en 2000, peut-être 2022, je ne sais pas. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup d'années. C'est-à-dire avant, je pensais même pas à le faire, et faire un live avant, ça aurait été impossible, difficile, ça aurait été, mais c'est la mort! C'est exactement ça, c'est la mort. D'autant plus que, ce qui est particulièrement compliqué pour moi, c'est ce moment où, dans la pensée, qui est voilà, dans ma pensée, voilà, qui n'est pas vue par l'autre. Il y a bon nombre de choses, une arborescence, bon nombre d'informations, mais quand on doit parler, on est contraint de choisir. Il y a cette élagation qui se fait et qui peut être brutale et qui peut faire peur et on se dit: «Mais waouh! Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis même?» Cette élagation-là, où ces idées partent, où elles disparaissent. Ça ressemble au néant. Face au néant, qu'est-ce qu'on fait face au néant? Eh bien, c'est à force d'être exposé à ce néant-là aussi, qu'on apprend à trouver des choses, à trouver des éléments, à tisser, à tisser des pensées, à peut-être aussi, j'ai envie de mettre cette ambition, de prendre plaisir finalement dans cette exposition à la peur, de dire: «Ah ça me fait peur, mais là, je vais me dépasser». Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je peux dire que je me suis dépassée. Je me suis dépassée parce que, bah, aujourd'hui, je peux faire un live, je peux m'exposer, je peux me dire que je ne suis pas morte, je peux me dire que je peux faire des erreurs, mais je peux me dire aussi que je peux apprendre et que avec cet apprentissage-là, je peux créer quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel je vais pouvoir avoir de la fierté. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'on peut faire, enfin, avec l'apprentissage? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est incroyable, j'ai envie de dire. Moi, il y a des moments où ça me met vraiment en extase, de me dire: «Je ne pouvais pas faire ça avant et je peux faire ça maintenant»
Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain? Vous vous rendez compte? Alors, après toutes ces émotions, j'ai envie de dire, je disais donc, il y a des pratiques pour se réguler. Mais ces pratiques-là ne sont pas une fin, c'est une étape. Il faut aussi penser à passer à une autre étape. Je disais que de l'aliénation, l'individu aliéné, il se trouve déconnecté, étranger de ses émotions, mais également de ses pensées. Il faut alors aller récupérer, aller se trouver des moments où on peut se réapproprier, reprendre contact avec ses pensées. Et il y a, j'ai parlé tout à l'heure, 2 outils très importants qui sont la lecture, mais également l'écriture. Le fait d'écrire. Écrire. Écrire, on peut commencer par un mot, que ça vient petit à petit. De prendre, alors, il y a par exemple Sonke Arens qui a fait ce livre de comment prendre des notes intelligentes et qui s'est, appuyé sur, la méthode du Zettelkasten qui a été créée par, Niklas Luhmann, qui est un homme qui était mais très, très, très productif et il a été tellement productif qu'on est venu le chercher, qu'on nous lui a demandé de venir faire, une thèse et cet homme-là donc, Sankarène, il a donc il s'est intéressé à cette méthode-là, de comment lui il utilisait l'écrit, mais parce qu'il faut écrire, mais qu'est-ce que l'avantage de l'écrit? Qui contrairement à la parole qui est instantanée, qui s'envole, eh bien l'écrit reste et pour qu'il puisse rester, de manière à ce qu'on soit productive et de manière à ce qu'on peut la lier ensuite pour la faire évoluer et pour qu'on puisse créer par la suite. Il faut savoir stocker. Il faut que lorsque l'on note, on puisse retrouver en tout cas, ces notes-là pour pouvoir ensuite prendre avantage de ces notes-là, faire des constats, faire évoluer et évoluer et donc le Zettelkasten, moi j'ai envie de dire en français donc boîte à fiches, donc qui aussi est une méthode très intéressante, en tout cas l'écriture. C'est vraiment je pense que c'est un outil puissant qui permet de reprendre possession de ses pensées, qui permet également de t'exprimer. Alors au début, quand on commence et qu'on sort, qu'on est dans des situations un peu compliquées, la pensée peut être d'abord pulsionnelle. Eh bien, prenons-la, notons ces pulsions. C'est ensuite qu'on peut ensuite surseoir ou alors, regarder et constater effectivement ça, c'était ma première pensée, ça, c'était une pulsion et qu'ensuite vient ce qui vient après, la construction et de plus en plus, en faisant ça, on développe des compétences, on devient de plus en plus averti de déjà j'ai envie de dire du processus, mais également, de comment on fonctionne. On apprend de plus en plus et quand on apprend de plus en plus à comprendre quels sont mes besoins à cet instant, quand on comprend aussi, qu'est-ce qui relève
d'une punition-là, dans lequel je peux mettre de recul? Et qu'est-ce qui relève ici d'un truc qui va me servir? Eh bien, on arrête, enfin, on arrête. En tout cas, on construit pour pouvoir se servir et on s'éloigne, en tout cas, des choses qui nous desservent. Parce qu'il est vrai, je disais qu'il y a aussi de la responsabilité également au niveau de l'organisation. Et des fois, malheureusement, il y a des personnes et des organisations qui profitent des carences des autres, qui profitent de ces insuffisances, qui profitent pour monter sur votre propre tête et avancer. Et ça, eh bien, il y a des moments où, eh bien, c'est nous-mêmes, c'est soi-même, où on peut voir, où on peut se dire qu'on veut avancer. Quand d'autres personnes ne peuvent pas être, avoir un acte de bienveillance envers nous, alors peut-être que nous-mêmes, nous pouvons en avoir envers nous-mêmes. Il y a cette chanson, alors je me souviens plus, c'est, il dit: «Be kind to yourself when nobody else». Alors c'est quoi cette chanson? Je me souviens pas. En tout cas, le message m'a marqué. «Be good to yourself when nobody else». Eh bien, je ne la retrouve pas, mais je vous dirai peut-être, plus tard, dans un autre podcast, dans un nouveau bric-à-brac. En tout cas, eh bien, je vais donc finir là-dessus. Be good to yourself when nobody else. Et j'ai envie de dire aussi, heu, j'ai envie de dire que parfois dans ce que quelqu'un vous dit aussi, ce qui compte, c'est pas ce qu'il vous dit, c'est aussi peut-être ce que vous retiendrez de ce qu'il va dire, mais c'est plus loin encore, c'est ce que cela aura fait naître chez la personne. Et donc je vais terminer là-dessus et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast qui sera samedi prochain à 15 heures. Donc ce sera le jour de la Saint-Valentin. Ce sera Nous avons déjà un tête-à-tête et il y aura Guillaume Dufresne. Je vous laisserai donc prendre connaissance de la date et je vous dis, qui est déjà donc publié sur les réseaux, et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir.